Le thème de cette soirée est consacré aux transitions. Inventer des futurs désirables, compatibles avec les limites planétaires. Et moi, je suis venu vous parler de whisky. Un choix qui peut paraître un peu étrange. Pour la plupart d'entre vous, le whisky n'évoque pas grand-chose. Une vague allée dans un rayon de supermarché, un alcool fort, à la couleur ambrée, dont la consommation peut être jugée futile, voire malsaine. Je devine, il y a quand même quelques amateurs parmi vous, ou de vins et spiritueux. Mais il y a aussi des fumeurs, des vapoteurs, des aficionados du barbecue, des amateurs de grands voyages ou de belles mécaniques. Vous voyez où je veux en venir. Quand on parle de transition, aucun de nous n'est parfait. Nous avons tous nos contradictions. Et quand la transition pose la question du renoncement, on peut vite avoir tendance à être un peu rétif, voire de mauvaise foi. Je ne vais pas vous faire la morale, moi j'aime le whisky et j'en ai fait mon métier. Je suis du coup venu vous raconter comment une boisson aussi complexe, aussi controversée, peut être l'objet d'une transition. Et comment cette histoire peut peut-être vous aider à accomplir la vôtre à l'endroit de vos propres paradoxes. Donc le whisky, pour ceux qui ne se sont jamais intéressés, c'est peu d'ingrédients. De l'eau, des céréales et des levures qui fermentent le mou et font l'alcool. C'est en revanche beaucoup de savoir-faire, d'énergie et de temps. Le whisky, ça demande de vieillir en fût. C'est aussi une vieille industrie dont la trajectoire a épousé celle de la révolution industrielle il y a fort longtemps. Ce grand mouvement pour la mécanisation, l'augmentation de la productivité par un usage massif des énergies fossiles, la normalisation des process, la mondialisation des échanges. Un chiffre pour que vous preniez la mesure de ce que c'est ce mouvement dans le monde du whisky. L'Écosse, au début des années 2000, qui est le principal producteur mondial, consomme en une seule journée de distillation l'intégralité de sa production annuelle. Autrement dit, 364 jours par an. Les céréales viennent d'ailleurs, tradées sur les marchés mondiaux, dopées aux engrais et aux pesticides. Cette histoire, je l'ai découverte alors que j'étais déjà fan du produit depuis longtemps, et plutôt que de m'écœurer, de m'agacer, ça m'a donné au contraire l'envie de connaître le goût d'un whisky qui serait fait autrement. Le goût d'un whisky qui, à la manière d'un grand cru, remettrait les matières premières et le lieu qui les ont vues naître au cœur du processus d'élaboration, au cœur du goût. Et comme ça n'existait pas, j'ai fondé une ferme distillerie de whisky. Un lieu où on travaille depuis la graine qui est semée jusqu'à la bouteille. Un domaine agricole avec l'ambition de reconnecter au vivant ce breuvage si sophistiqué et si transformé. J'ai quitté la vie citadine et je me suis installé dans le Trièves, un petit plateau de montagne situé entre les falaises du Vercors et le massif des Écrins. J'ai conçu ou designé des outils adaptés à la taille de mon projet, un micro-malteur, une salle de brassage, des alambics fonctionnant au feu de bois. Et puis je me suis acheté un tracteur pour reprendre la ferme que vous voyez à l'écran. Mais là, le réel m'a vite rattrapé. À l'endroit même où a été prise cette photo, dans ce paysage immense, avec cette pente qui est tellement forte que vous la devinez à peine, alors que je travaillais la terre pour préparer mes premiers semis, j'ai perdu le contrôle de mon tracteur. Il s'est cabré, il agitait, et j'ai failli finir là, écrasé sous des tonnes de métal. On nous apprend à gérer des stocks, à limiter les aléas, à exploiter des ressources. Nous sommes les enfants de la pensée cartésienne. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Un sujet qui agit sur un monde d'objets, un producteur, un exploitant agricole, un maître de chai. Ce jour-là, cette volonté de puissance et de maîtrise s'est heurtée violemment à une autre réalité. Sur cette parcelle, je suis l'unique représentant de l'espèce humaine, et pourtant cohabitent là des milliers d'espèces. Des milliards d'individus invisibles dans le sol, des microbes, des champignons, des invertébrés, et tout autour de moi, des plantes, des arbres, des insectes,
des oiseaux, des mammifères, tous travaillent à rendre la vie possible face aux éléments, face à la pente et à la gravité, face aux étés brûlants et aux vents glacés. Mais en fait, ce jour-là, sur cette parcelle, j'ai pris conscience du pouvoir destructeur de nos gestes univoques. J'ai pris conscience que, à moi seul, je ne suis producteur de rien. Je suis un être vivant, en lien avec ces différentes entités, même si je ne connais pas toujours leur nom, et parfois pas même leur existence. Les whiskies que nous embouteillons aujourd'hui ne sont ni des produits ni des marchandises. Ce sont des archives liquides. Le récit d'un monde qui naît quand on laisse l'autre prendre sa place et qu'on nourrit avec lui une conversation. Bien sûr, cette conversation, elle n'est pas immédiate. Elle demande de l'attention. Un champignon, en prime abord, comme ça, c'est pas très bavard. Mais à force de taire le fracas de ses certitudes, de maintenir le regard, l'objet se réenchante et se dessine d'autres manières d'agir. Travailler différemment son sol pour encourager la fertilité, accompagner les fermentations plutôt que de les contraindre, laisser au whisky le temps de cheminer tranquillement dans son fût. Composer plutôt que imposer. Au fond, c'est un peu ça mon métier désormais. Orchestrer des variations, une sorte de symphonie pastorale pour papy où se dévoile, saison après saison, la vitalité des sols, le caractère des éboulis calcaires, le tempérament de l'orge, l'âme des levures sauvages. Revenons à Descartes. Nous avons bien hérité de lui. Et nous sommes encombrés, certes, de postures dominantes, de raccourcis mécanistes, mais on n'est pas complètement démunis. Nous avons notamment nos sens pour nous reconnecter au vivant. Nous avons la vue, si chère à saint Thomas, nous avons l'ouïe, le toucher, nous avons l'odorat et nous avons le goût. Nous avons les mots aussi, et il y en a un dans le monde agricole que j'aime particulièrement, parce qu'il nous aide à penser le génie du lieu. Il nous aide, il nous enseigne plutôt que les plus grands vins, les plus beaux fromages, peut-être les plus grands whiskies, ne sont pas de simples produits, mais la résultante d'interactions complexes et mystérieuses entre une plante, un sol, un climat, un environnement singulier et des gestes et des savoir-faire humains adaptés à cette singularité. Ce mot, c'est le mot terroir. C'est un mot précieux, le mot terroir, parce qu'il nous permet d'entrevoir un monde au-delà des dualismes dans lesquels la pensée nous enferme facilement. Le corps et l'esprit, le raisonnement et l'expérience, la nature et la culture. C'est un mot qui rend sensible une réalité transcendante. Non pas cogito, mais nexus ergo sum. Je suis lié, donc je suis. Et c'est dans le travail de ces liens, dans l'attention à ces présences, que qu'est probablement notre pouvoir d'agir et de changer le monde. Alors bien sûr, ça demande peut-être de prendre le temps de ralentir pour déplacer son regard, de se mettre en jachère. Ça demande aussi un peu de vigilance face à ce qui sonne ou vibre dans nos poches et qui nous donne bien souvent l'illusion d'être connectés, alors que souvent ça nous manipule ou ça nous divertit seulement. Mais c'est surtout une histoire d'intention, de désir de tendre vers l'autre pour l'accueillir en soi, de tisser des liens qui libèrent plutôt qu'ils n'asservissent, de bâtir entre humains et non-humains des alliances et des conversations nouvelles. La transition, finalement, n'est pas un problème de renoncement aux choses, c'est une question d'attention à l'autre. Et je vous remercie pour la vôtre.